quelqu'un qui se dit, bon, je vais m'enfermer pour écrire un livre, est sûr d'avance que ce livre sera mauvais. Nous allons voir pourquoi. Ibsen a dit merveilleusement, un écrivain qui ne vit plus est devenu un mauvais écrivain. Il ne fait plus que d'écrire des livres. C'est-à-dire il est coupé d'un certain mouvement vital. Et c'est sur cette ligne de mouvement vital qu'il s'agit de rester. Et non seulement la vie présente, mais la vie passée fournit à un livre beaucoup de sa substance, beaucoup plus que l'écrivain ne le dit, mais pas comme le public le croit. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement l'histoire de l'écrivain. Après que j'ai écrit La mort d'Antinos noyé dans le Nil, des gens venaient me demander d'un air de componction si j'avais eu un ou des amis qui s'étaient noyés. Mais non, pas précisément. Ce n'est pas de cette façon-là. Ce dont il s'agit, c'est de bloquer tout ce qu'on a appris de la vie à travers ces personnages, à travers les circonstances qu'on décrit. Parce que ce que nous n'avons pas vécu, nous le voyons toujours à travers une certaine convention et certains préjugés. C'est seulement en ayant fait quelque chose, ou en ayant subi quelque chose, ce qui est peut-être encore plus important que faire, qu'on apprend à voir ce que les choses sont. Tant que quelqu'un n'a pas été riche, il parle des gens riches comme d'une espèce de monstre qu'ils sont souvent, mais sans savoir exactement ce que signifie la possibilité pour quelqu'un, pour un certain temps, de vivre à sa guise ou de dépenser à sa guise. Quelqu'un qui n'a pas été pauvre ne connaît pas du tout les servitudes de la pauvreté. Il se figure qu'il n'a pas les moyens d'acheter une aussi bonne paire de souliers qu'autrefois ou d'entrer dans un aussi bon restaurant. Ce n'est pas du tout ça. La pauvreté est un état presque mystique, très compliqué et qu'il faut avoir traversé pour le connaître. Et la même chose de tous les états, la maladie est un état. Et quelqu'un qui n'a jamais été malade serait un monstre, disait Tolstoï. Il serait en tout cas un très mauvais écrivain. D'autre part, quelqu'un qui a complètement renoncé, perdu la santé, est probablement quelqu'un qui peut écrire très profondément dans certaines directions, mais qui de nouveau n'est plus sur le même flot vital. À tel point que de nouveau les techniques orientales, les techniques psychologiques orientales, conseillent à quelqu'un de très malade de s'imaginer marchant, de s'imaginer montant une montagne, de s'imaginer nageant, pour ne pas perdre tout à fait le contact avec toutes les réalités corporelles. Et donc, c'est cette utilisation de la vie par le livre qui est si importante. Maintenant, bien entendu, la vie offre beaucoup plus de possibilités qu'un écrivain ne peut en employer dans ses livres. Il choisit toujours parmi ces possibilités. Et la question du choix, là, est excessivement mystérieuse, je ne me flatte pas de l'expliquer. Pourquoi un écrivain choisit-il certains sujets plutôt que d'autres? Pourquoi y a-t-il une continuité dans certaines directions dans son œuvre, à travers la diversité? C'est très difficile à dire et personne ne l'a jamais expliqué. Là, on doit probablement remonter à une mémoire ancestrale, à des gènes, à quelques systèmes métaphysiques qu'on voudra, qui expliquent le fait que certaines influences, certaines impressions dominent certains êtres et ne dominent pas les autres. C'est vrai dans la vie et c'est vrai aussi dans l'écriture. Et c'est ce qui différencie l'écriture d'un Shakespeare de l'écriture d'un Tolstoï, par exemple, ou d'un Schopenhauer. Et très souvent, on nous dit une grande partie vient de l'influence des livres lus jeunes. On le dit un peu moins maintenant. Les philosophes, les psychologues les plus récents pensent moins à ces influences de l'extrême jeunesse. Quand il s'agit de l'influence d'autres écrivains, elle est très visible, et elle est généralement fâcheusement visible, dans la plupart des premières œuvres des auteurs. Par exemple, si vous prenez les premières œuvres d'Hugo, qui sont déjà très bien faites, parce que c'était un virtuose dès son berceau, on voit très bien qu'il imite les poètes assez médiocres du XVIIIe siècle, qui est la première chose qu'il avait lue. Lorsqu'on lit les premières œuvres de Flaubert, on voit qu'il imite les premiers écrivains romantiques noirs, à la manière allemande. Ça n'a pas duré d'ailleurs, ça se décompte assez vite. Et Goethe a très bien dit qu'en réalité, il y a tant d'influences littéraires et culturelles qui s'exercent sur un être qu'il est incapable lui-même de les différencier l'une de l'autre. C'est comme si on lui demandait de
faire la part des différents aliments qu'il a mangés au cours de 10 ans. Et plus un écrivain est cultivé, plus il a lu, plus il sait. Et s'il réussit à ne pas vouloir se faire une espèce de prestige de ce qu'il sait et avoir une espèce de vanité de l'écriture, ce qui est très dangereux, il en arrive à faire de toutes ces couleurs mélangées une espèce de grille sur lequel ressort sa propre individualité, sa propre vie. Je ne crois pas aux influences dans l'œuvre des très grands écrivains. Ils sont étrangement uniques parce qu'ils ont su tirer étrangement parti des circonstances, des faits et des émotions qui avaient été les leurs. Et c'est ce qui fait qu'ils sont reconnaissables au premier abord. On ne se trompe pas, un vers de Hugo n'est pas un vers de Rimbaud. Et pour en revenir à la question des influences, nous savons très bien presque tous les livres que Rimbaud a lus entre 13 et 16 ans. Parce qu'il y avait un bibliothécaire consciencieux à Charleville qui gardait les fiches. Et on voit très bien comment, à travers des livres de voyage, comment, à travers des romans populaires qu'il a lus à l'époque, la bibliothèque n'était pas très riche, sont sorties tout d'un coup certaines images du bateau-ivre. Et néanmoins, le bateau-ivre, c'est Rimbaud, parce que beaucoup d'autres écoliers ont dû aller lire les mêmes livres de voyage, les mêmes romans populaires, et n'ont pas sorti des vers comme Est-ce en ces lieux sans fond que jamais tu t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur. Pour arriver à cette alliance de mots, il fallait que ce soit les émotions de Rimbaud et celles de personne d'autre. On peut dire que tout grand écrivain est inimitable. Hugo lui-même disait « Imiter Shakespeare serait aussi insensé qu'imiter Racine serait bête ». Et un écrivain dont je me suis particulièrement occupé dernièrement, parce que j'ai dû faire son éloge à l'Académie, et que contrairement aux bêtises qui ont été dites dans la presse américaine, j'ai pour lui un très très grand respect, qui est Roger Caillois, disait lui aussi que chaque écrivain était inimitable et qu'il se produisait chaque fois une espèce de concrétion comme celle des pierres soumises à l'action de l'eau ou à l'action du feu. Et il disait très bien, imiter, pour Racine, une tragédie était une aventure. Pour Voltaire, que nous ne lisons plus du reste, et qui imitait à tour de bras Racine dans ses tragédies, pour Voltaire, une tragédie, c'était déjà de la littérature. Et pour l'écrivain, chaque livre est une aventure. Et forcément, puisqu'il y met ses propres components, quelqu'un qui, de très réfléchi, peut s'apercevoir qu'il y a toujours des éléments dominants, mais chaque fois, il y a un effort de les présenter sous des couleurs, sous des lumières différentes, pas du tout parce qu'on désire la diversité, mais parce que la vie est si variée et entre-temps a entraîné l'écrivain d'un endroit à un autre, que ce n'est plus jamais deux fois la même perspective. Par exemple, je suis forcé de parler de moi-même, parce que c'est tout de même l'exemple dont je me souviens le mieux, Adrien est l'histoire d'un homme intelligent. Seulement cet homme est intelligent et maître du monde, et j'ai écrit le livre juste après la guerre de 1945, à l'époque où on avait la naïveté de croire que peut-être un homme ou un organisme intelligent, comme les Nations Unies qui sauraient se conduire, pourrait encore améliorer le monde, où il y avait encore des supports pour la culture. 10 ans plus tard, j'ai écrit L'œuvre noire. C'est de nouveau l'histoire d'un homme intelligent. Mais cet homme intelligent se trouve dans une Europe divisée en deux par une espèce de rideau de fer, qui de son temps est le rideau de fer catholique protestant, qui de nos jours serait le rideau de fer communiste capitaliste. Il est persécuté, il est en but à la méfiance de tout le monde parce qu'il n'est d'accord avec personne, et il a l'impression qu'il est vaincu par le nombre, que quoi qu'il arrive, si intelligente que soient les propositions qu'il peut faire, elles ne seront jamais acceptées ni acceptées à temps. C'est presque le même homme. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout le même tempérament, car les tempéraments humains sont tellement variés qu'ils sont chaque fois différents. Mais dans la démarche de son intelligence pour essayer de comprendre et de dominer les choses, c'est la même chose, avec la différence que l'un est empereur et maître du monde et que l'autre est un médecin très pauvre qui va de ville en ville.